Le 23 mars 1984, un jet privé Cessna Citation décollait de l'aéroport de Guadalajara à destination de Puerto Vallarta. 4 passagers étaient à bord, 3 hommes d'affaires prospères et une femme de 28 ans. Le vol, prévu pour 45 minutes, n'atteignit jamais sa destination. Pendant 27 ans, leurs familles ont vécu dans l'angoisse, ignorant ce qui était arrivé à leurs proches. Jusqu'au 15 août 2011, lorsque le téléphone d'Elena Vázquez a sonné à 23h30. À l'autre bout du fil, une voix qu'elle a immédiatement reconnue a murmuré « Elena, c'est moi, Carlos. Je suis en vie, mais je ne peux pas revenir. Ne cherche pas d'explication. J'avais juste besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Avant qu'Elena puisse répondre, l'appel fut coupé. Comment quelqu'un disparu depuis près de 30 ans pouvait-il passer un appel? Et pourquoi attendre si longtemps? Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les cas réels et mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez l'émission, nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Voyons maintenant comment tout a commencé. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut remonter à Guadalajara en 1984. La deuxième ville du Mexique connaissait alors une période de croissance économique remarquable. L'agglomération comptait déjà plus de 2 millions d'habitants et le secteur des affaires était en pleine expansion grâce aux politiques de libéralisation économique du gouvernement de Miguel de la Madrid. Carlos Herrera avait 31 ans et était propriétaire d'une entreprise prospère d'importation de machines industrielles. Grand, athlétique et aux cheveux bruns parfaitement coiffés, Carlos avait créé son entreprise de toutes pièces après des études d'ingénieur industriel à l'université de Guadalajara. Il était connu dans le milieu des affaires de Jalisco pour son charisme naturel et sa capacité à conclure des affaires difficiles. Elena Vázquez, 28 ans, travaillait comme directrice commerciale pour une entreprise pharmaceutique. Leur relation avait débuté 2 ans plus tôt, après s'être rencontrés lors d'une conférence à l'hôtel Présidente Intercontinental. Elena se souviendrait toujours des yeux verts et du sourire timide de Carlos lorsqu'il s'est approché d'elle pour se présenter pendant la pause conférence. C'était une femme indépendante, chose rare à l'époque, qui gérait son propre appartement dans la zona rosa de Guadalajara. Les 3 autres passagers du jet étaient des personnalités influentes du monde des affaires de Guadalajara. Roberto Sanchez, 45 ans, dirigeait une chaîne d'hôtels familiaux principalement implantés sur la côte de Jalisco et de Nayarit. C'était un homme costaud, à la voix grave et au rire contagieux, et père de 3 adolescents. Miguel Torres, le benjamin du groupe à seulement 29 ans, venait d'hériter de l'entreprise textile de son père et cherchait à moderniser l'entreprise familiale. Grand et élancé, il portait toujours des costumes impeccables et avait l'habitude d'ajuster constamment ses lunettes à monture dorée. La 4e passagère était Silvia Restrepo, une Colombienne de 33 ans arrivée au Mexique 3 ans plus tôt pour créer une succursale de l'entreprise familiale de café à Medellín. Brune, de taille moyenne et avec un accent pesa caractéristique, Silvia avait réussi à créer un réseau de distribution qui s'étendait de Guadalajara à Mexico. Le voyage à Puerto Vallarta avait un objectif précis. Les 4 hommes d'affaires avaient décidé de s'associer pour développer un complexe hôtelier sur la Riviera Nayarit, une région qui commençait tout juste à se développer comme destination touristique. Roberto connaissait les meilleures propriétés disponibles, Carlos pouvait importer les machines nécessaires à la construction, Miguel s'occuperait des textiles pour la décoration de l'hôtel, et Silvia fournirait des capitaux et des contacts internationaux grâce à son réseau de café. En mars 1984, le climat des affaires était optimiste. Le Mexique sortait tout juste de la crise économique de 1982 et les entrepreneurs étaient à la recherche d'opportunités d'investissement. Le tourisme sur la côte pacifique du Mexique montrait des signes de croissance soutenue, notamment après le succès de Cancún dans les Caraïbes. Puerto Vallarta s'imposait comme la prochaine grande destination touristique du pays. Le matin du 23 mars 1984, l'aube était claire à Guadalajara. La température était de 22 degrés Celsius, idéale pour prendre l'avion. Carlos avait passé la nuit précédente chez Elena, elle se souviendrait plus tard qu'il semblait particulièrement enthousiaste à l'idée du voyage.
Ce projet peut changer nos vies, lui avait-il dit autour d'un café et d'un pain sucré dans la cuisine de leur appartement de Colonia Americana. À 7h30, Carlos dit au revoir à Elena en l'embrassant sur le front et en lui promettant de l'appeler dès son arrivée à Puerto Vallarta. L'hôtel où nous logerons dispose d'une ligne téléphonique directe dans les chambres, expliqua-t-il. Je t'appellerai avant le dîner pour te raconter comment s'est passée la réunion avec les propriétaires. Le Cessna Citation, immatriculé XBDFG, avait été loué par Roberto Sanchez auprès d'une compagnie charter opérant à l'aéroport international Miguel Hidalgo y Costilla. Le pilote, le commandant Joaquín Ramirez, était âgé de 48 ans et totalisait plus de 15 000 heures de vol. Son copilote, Roré Estrada, 35 ans, avait effectué cette liaison plus de 20 fois au cours des 2 dernières années. Les 4 passagers se sont retrouvés au terminal de l'aviation générale à 9h15. Manuel Guerrero, employé de l'aéroport, se souviendra plus tard que le groupe semblait d'excellente humeur. Monsieur Roberto plaisantait avec le pilote au sujet du poids de sa valise, a-t-il déclaré plus tard. Madame Silvia portait une petite valise en cuir marron et une serviette noire. On aurait dit des gens normaux qui allaient faire des affaires. L'inspection pré-vol n'a révélé aucune anomalie. Les conditions météorologiques étaient optimales, avec un léger vent d'ouest à 8 km/h et une visibilité illimitée. Les prévisions météo pour l'itinéraire annonçaient des conditions stables tout au long du voyage. À 9h47, le Citation décolle de la piste 10, cap vers l'ouest. Le dernier contact radio avec la tour de contrôle de Guadalajara remonte à 9h52, lorsque le commandant Ramirez confirme avoir atteint une altitude de croisière de 25 000 pieds et maintenir une vitesse normale. Le plan de vol prévoyait une durée de vol de 42 minutes. L'itinéraire suivrait les montagnes de la Sierra Madre occidentale, survolerait de petites villes rurales avant de descendre vers la côte. Il s'agissait d'une ligne commerciale standard, que des centaines de vols avaient effectués sans incident. À 10h35, alors que l'avion devait atterrir à Puerto Vallarta, la tour de contrôle de l'aéroport Gustavo Díaz Ordaz a tenté d'établir un contact radio. Aucune réponse n'a été obtenue. À 10h45, l'état d'urgence a été officiellement déclaré et les secours ont été activés. Elena Vasquez était à son bureau lorsqu'elle a reçu le premier appel à 11h20. Il s'agissait de Roberto Jiménez, l'associé de Carlos à Guadalajara. Sa voix tremblait lorsqu'il a expliqué que le vol n'était pas arrivé à Puerto Vallarta et que les autorités avaient lancé des recherches. Elena sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle ferma immédiatement son bureau et se dirigea vers l'aéroport. Le ministère des Communications et des Transports coordonna les recherches avec le soutien de l'armée de l'air mexicaine. 3 hélicoptères velus, un H et 2 Cessna 206 ont ratissé la route aérienne pendant les 72 heures suivantes. Les conditions météorologiques sont restées excellentes, facilitant les recherches aériennes. Les équipes de secours ont découvert quelque chose d'inquiétant. Il n'y avait aucune trace de l'avion, aucun signal radar, aucun débris de carburant, aucun débris flottant dans l'océan. Le Citation avait littéralement disparu de l'espace aérien mexicain, ne laissant aucune trace physique de son existence. Au 4e jour des recherches, un détail a changé l'orientation de l'enquête. Un agriculteur du nom d'Eusebio Martinez, résidant près de la ville de Mascota, dans l'état de Jalisco, a signalé avoir vu un petit avion survoler très bas son ranch vers 10h15 le 23 mars. Son témoignage était exact, il se dirigeait vers le sud, et non vers l'ouest, comme il aurait dû se diriger vers Puerto Vallarta. Ce témoignage suggérait que le vol avait dévié de sa route initiale, mais pourquoi? Les enquêteurs ont élargi la zone de recherche vers le sud, englobant des zones montagneuses difficiles d'accès entre Jalisco et Colima. Les premiers mois furent dévastateurs pour les familles. Elena développa une insomnie chronique et perdit 15 kg en 2 mois. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur battait la chamade, attendant des nouvelles de Carlos. Elle quitta son emploi dans l'entreprise pharmaceutique et se consacra entièrement à faire pression sur les autorités pour qu'elles poursuivent les recherches. La famille de Roberto Sanchez organisa des recherches privées, louant des hélicoptères et des guides spécialisés en terrain montagneux. Son épouse, Maria Elena, hypothéqua 2 de leurs propriétés pour financer ces opérations.
Ses 3 enfants, âgés de 16, 14 et 12 ans, adoptèrent différentes stratégies pour faire face à la disparition de leur père. L'aîné devint rebelle et abandonna l'école, le cadet se consacra à ses études et obtint d'excellentes notes, et le cadet développa un mutisme sélectif qui dura 8 mois. Miguel Torres a laissé un patrimoine considérable, mais sans certificat de décès. Ses biens sont restés dans un vide juridique. Sa mère, âgée de 67 ans, a lutté pendant 3 ans devant les tribunaux pour accéder au compte bancaire de son fils et maintenir l'entreprise textile familiale. L'incertitude juridique s'est transformée en un véritable cauchemar bureaucratique, affectant plus de 40 employés. La famille de Silvia Restrepo en Colombie a engagé un détective privé, un ancien colonel de la police nationale, qui s'est rendu au Mexique à 4 reprises entre 1984 et 1987. Son enquête s'est concentrée sur la possibilité que l'avion ait été détourné et emmené en territoire sud-américain, une théorie qui a gagné en force compte tenu des origines colombiennes de Silvia et de l'époque florissante du trafic de drogue. Elena a quitté Guadalajara en 1987, après 3 ans d'incertitude. Elle a vendu son appartement et s'est installée à Mexico, où elle a trouvé un emploi dans une multinationale pharmaceutique. J'avais besoin d'un nouveau départ où personne ne me verrait comme la petite amie du défunt, expliquerait-elle à une amie des années plus tard. En 1989, Elena rencontre Fernando Aguilar, un ingénieur civil divorcé, père d'une fille de 8 ans. Fernando se montre patient et compréhensif face à la situation émotionnelle d'Elena. Il ne lui fait jamais pression pour qu'elle se remette de la disparition de Carlos et gagne progressivement sa confiance. Il se marie en 1991 lors d'une cérémonie intime à l'église San José de Tacubaya. Malgré son remariage, Elena n'a jamais complètement changé de numéro de téléphone personnel. Pendant des années, elle a conservé la ligne qu'elle avait lorsqu'elle vivait avec Carlos, payant scrupuleusement la facture mensuelle. C'était comme garder une fenêtre ouverte au cas où. Elle l'a avoué à sa sœur en 1995. Les années 1990 ont apporté un certain retour à la normale aux familles touchées. Elena a eu 2 enfants avec Fernando, Patricia en 1993 et Roberto en 1996. La famille de Roberto Sanchez a réussi à reconstruire l'hôtellerie sous la direction de son fils aîné, qui a finalement repris ses études et étudié la gestion d'entreprise. La famille Torres a vendu l'entreprise textile en 1992 à une société de Guadalajara, permettant ainsi à la mère de Miguel de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, aucune des familles n'a perdu espoir. En 1994, lorsque la déclaration d'absence pour cause de disparition a été inscrite au Code civil, les familles ont finalement pu obtenir des certificats juridiques leur permettant de régler les questions administratives en suspens. Cependant, émotionnellement, la blessure n'a jamais complètement cicatrisé. Elena a pris l'habitude de lire les nécrologies dans les journaux de différentes villes mexicaines. Je cherchais des noms qui me semblaient familiers, a-t-elle admis des années plus tard. Elle a également rejoint un groupe de soutien pour les familles de personnes disparues qui se réunissaient mensuellement dans une église méthodiste du quartier de Condesa. En 2000, Elena reçut un appel étrange. Un homme à la voix rauque lui demanda « Êtes-vous Elena Vasquez, qui vivait à Guadalajara ?» Lorsqu'Elena confirma son identité, l'homme raccrocha immédiatement. Pendant des semaines, elle fut convaincue que quelqu'un connaissant Carlos avait tenté de la contacter, mais il n'y eut jamais de second appel. Le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le sud de Jalisco le 9 octobre 1995 a profondément modifié la géographie de la région montagneuse située entre Mascota et Colima. Le séisme, dont l'épicentre se trouvait près de Manzanillo, a provoqué des glissements de terrain qui ont modifié le cours de plusieurs petites rivières et exposé des formations rocheuses recouvertes depuis des décennies. 6 mois après le tremblement de terre, un groupe de géologues de l'université de Colima menait des études de terrain pour évaluer les changements topographiques causés par le séisme. Le 15 avril 1996, l'équipe, dirigée par le docteur Héctor Valdés, explorait une zone montagneuse près de la ville de Cuautitlán, dans l'état de Colima, lorsque l'un des étudiants, Mario Espinosa, remarqua quelque chose au sol, un éclat métallique parmi les rochers qui s'étaient effondrés lors du tremblement de terre, comme Mario le rappellerait des années plus tard. Au début,
Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un morceau de tôle provenant d'une construction rurale, mais en s'approchant, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un fragment de fuselage d'avion. Le docteur Valdés a immédiatement suspendu l'enquête géologique et a contacté les autorités. Le parquet a dépêché une équipe d'enquêteurs médico-légaux qui sont arrivés sur place 2 jours plus tard. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé leur pire crainte, les restes d'un petit avion qui avait été enseveli sous des tonnes de roches et de terre pendant plus d'une décennie. La récupération de l'épave s'est avérée complexe en raison de l'éloignement et de l'instabilité du terrain. Un équipement d'alpinisme spécialisé et 3 semaines de travail minutieux ont été nécessaires pour extraire les principaux fragments du fuselage. Au cours de ce processus, les enquêteurs ont découvert que la plaque d'identification du moteur correspondait à celle du Cessna Citation XBDFG, disparu en 1984. L'analyse préliminaire de l'épave a révélé que l'avion avait percuté une formation rocheuse à grande vitesse. La force de l'impact était telle que les plus grosses pièces métalliques ne mesuraient pas plus de 2 mètres de long. Cependant, quelque chose ne correspondait pas à un accident d'avion classique. Les enquêteurs s'attendaient à trouver des restes humains sur le lieu du crash, mais après des semaines de recherches minutieuses, pas un seul os, dent ou fragment d'ADN humain n'a été retrouvé. Aucun effet personnel n'a été retrouvé non plus, aucune valise, aucun document, aucun bijou, ni aucun autre objet qui survit généralement à un accident d'avion. L'absence totale de restes humains a immédiatement soulevé des questions. L'avion s'était-il écrasé délibérément après l'évacuation des passagers? Ou un événement pendant le vol avait-il permis aux passagers de s'échapper avant l'impact? Elena a reçu la notification officielle de la découverte le 8 mai 1996. Après 12 ans d'incertitude, elle avait enfin une réponse partielle. Carlos était mort dans un accident d'avion, mais l'absence de restes humains maintenait une petite lueur d'espoir. S'ils n'ont pas retrouvé son corps, comment puis-je être sûr qu'il est mort, a-t-elle demandé à l'enquêteur qui l'a informé de la découverte. Fernando, son mari, a essayé de la convaincre d'accepter la réalité. Elena, personne ne peut survivre à un tel impact. Les corps se sont tout simplement désintégrés ou ont été dévorés par des animaux sauvages pendant toutes ces années. Mais Elena ne parvenait pas à trouver la paix de l'esprit. L'affaire fut officiellement close en septembre 1996, lorsque le parquet général délivra les certificats de décès des 6 occupants de l'avion, sur la base des preuves recueillies lors de l'accident. Les familles purent enfin organiser des funérailles et entamer un processus de deuil plus formel. Elena a organisé une cérémonie commémorative pour Carlos à la paroisse du Sacré-Cœur de Guadalajara. Plus de 200 personnes y ont assisté, dont d'anciens camarades d'université, des partenaires commerciaux et des employés de son entreprise. Pendant la cérémonie, Elena se sentit observée. En se retournant au fond de l'église, elle aperçut un homme d'une 60aine d'années, portant une moustache grise et un chapeau de paille, qui la fixait du regard. Leurs regards se croisèrent et l'homme quitta rapidement l'église. Elena essaya de le suivre, mais lorsqu'elle atteignit l'atrium, l'homme avait disparu. Elle demanda à plusieurs personnes si elle l'avait vu, mais personne ne put lui donner d'informations. C'était comme s'il s'agissait d'un fantôme, raconta-t-elle plus tard à sa sœur. Au cours des 15 années suivantes, la vie d'Elena s'est relativement stabilisée. Ses enfants ont grandi, Fernando a prospéré dans sa carrière d'ingénieur et elle a réussi à accéder à des postes de direction dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait. Cependant, elle n'a jamais cessé de rêver de Carlos. En 2003, Elena a reçu une lettre sans adresse de retour contenant seulement une photographie, une image en noir et blanc de 4 personnes assises à ce qui semblait être une terrasse de café ou de restaurant. Bien que la photographie fût floue et que les personnages ne soient pas clairement définis, Elena ressentit un sentiment troublant. L'un des personnages masculins affichait la posture assise caractéristique de Carlos, légèrement penché en avant, les mains jointes. Elena a confié la photographie à un laboratoire spécialisé pour améliorer la qualité de l'image, mais les résultats n'ont pas été concluants. La technologie de 2003 ne permettait pas la restauration numérique qui serait possible des années plus tard. Malgré cela, Elena a soigneusement conservé la photo dans un coffre-fort bancaire avec des lettres et des souvenirs de Carlos. En 2007, Elena vécut un autre incident étrange lors de vacances en famille à Acapulco.
Alors qu'elle dînait avec Fernando et ses enfants dans un restaurant sur la promenade, elle remarqua un homme assis à une table éloignée qui semblait l'observer sans cesse. L'homme, la cinquantaine, portait des lunettes de soleil alors qu'il faisait déjà nuit. Quand Elena décida enfin de l'affronter, l'homme se leva et partit rapidement, laissant sur la table assez d'argent pour payer une facture qu'il n'avait visiblement pas entièrement consommée. Fernando commença à s'inquiéter pour la santé mentale d'Elena. « Chérie, ça fait plus de 20 ans. Carlos est mort. Tu dois arrêter de voir des fantômes là où il n'y en a pas. » Elena savait que Fernando avait logiquement raison, mais elle ne pouvait pas ignorer le sentiment constant d'être observée. En 2009, Elena a décidé d'engager un détective privé, Raúl Herrera, sans lien de parenté avec Carlos. Ancien agent du ministère public, il comptait 25 ans d'expérience dans les affaires de disparition. Elena l'a payé pour examiner minutieusement le dossier officiel et déceler les incohérences que les autorités auraient pu négliger. L'enquête de Raúl a révélé plusieurs détails troublants. Premièrement, le témoignage de l'agriculteur Eusebio Martinez selon lequel il avait vu l'avion voler vers le sud n'avait jamais été pleinement vérifié. Deuxièmement, la zone où l'épave de l'avion a été retrouvée se trouvait à moins de 50 km de plusieurs rues aériennes, clandestines, connues des autorités antidrogue dans les années 1980. Plus inquiétant encore, Raúl a découvert que Silvia Restrepo était sous surveillance discrète de la DEA américaine depuis son arrivée au Mexique. Des documents obtenus grâce à la loi américaine sur la liberté d'information indiquaient que les autorités soupçonnaient que son entreprise de café servait à blanchir de l'argent pour le cartel de Medellín. Il est possible que son petit ami et les autres hommes d'affaires aient été victimes d'un complot bien plus grave, expliqua Raúl à Elena lors de leur dernière rencontre en décembre 2009. Si Silvia était impliquée dans des trafiquants de drogue, le vol aurait pu être intercepté ou contraint d'atterrir sur une piste clandestine. Elena a posé la question évidente. Mais alors, pourquoi ont-ils retrouvé l'avion écrasé? Raúl avait une théorie effrayante. Il est parfaitement possible de faire s'écraser un avion vide pour créer de fausses preuves d'un accident. Dans les années 1980, les cartels disposaient des ressources et de la sophistication nécessaires pour orchestrer ce genre d'opération. Cette nouvelle information raviva l'espoir d'Elena que Carlos soit encore en vie, mais elle la remplit aussi de terreur. Si sa théorie était exacte, Carlos avait passé plus de 25 ans à vivre sous la menace constante ou en captivité. Quel genre de vie avait-il vécu, et pourquoi n'avait-il jamais tenté de la contacter? Elena décida de ne pas partager cette information avec Fernando. Leur mariage était déjà mis à rude épreuve par son obsession constante pour le passé. Fernando lui avait lancé un ultimatum en 2008, elle devait choisir entre continuer à vivre dans le passé ou s'engager pleinement dans sa vie présente. En 2010, Elena a commencé à se préparer psychologiquement à l'éventualité d'être contactée par Carlos. Elle a commencé à garder son téléphone portable sur elle, à mémoriser les numéros d'urgence et même à répéter mentalement les conversations qu'elle pourrait avoir s'il l'appelait. Sa préparation s'est avérée prophétique. La nuit du 15 août 2011 était chaude et humide à Mexico. Elena était rentrée tard du travail, après une réunion budgétaire qui avait duré jusqu'à 22h30. Fernando était à Monterrey pour son travail, et ses enfants adolescents étaient sortis avec des amis. Elena se prépara une tisane à la camomille et était assise dans le salon à consulter ses documents professionnels lorsque son téléphone portable sonna à 23h28. Le numéro affiché à l'écran ne lui était pas familier, l'indicatif régional était le 322 pour Puerto Vallarta. Elena ne répondait généralement pas aux appels de numéros inconnus à cette heure-là, mais quelque chose la contraignit à répondre. Eh bien, il y eut un long silence, suivi d'une respiration haletante. Puis une voix qu'Elena reconnut immédiatement, même si elle semblait plus grave et plus fatiguée que dans son souvenir. « Elena, c'est moi, Carlos. » Elena avait l'impression que tout son sang avait été évacué de son corps. Son téléphone faillit lui tomber des mains tremblantes. Ce n'est pas possible. Carlos est mort. Tu es mort. Elena, écoute-moi. J'ai très peu de temps. Je suis en vie, mais je ne peux pas revenir. Je ne peux pas tout expliquer,
mais il fallait que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pendant toutes ces années, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. La voix était bien celle de Carlos, mais quelque chose était différent, on aurait dit qu'il avait vieilli de plusieurs décennies, et non de 27 ans. Il y avait une profonde fatigue, presque du désespoir. Elena se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Où étais-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Que s'est-il passé dans cet avion? Elena, écoute-moi. Ne cherche pas d'explication. N'essaie pas de me trouver. C'est dangereux pour toi et ta famille. J'avais juste besoin d'entendre ta voix une fois de plus et de te dire que tout ce que nous avons vécu était réel et beau. Carlos, ne me fais pas ça. Tu ne peux pas appeler après 27 ans et disparaître à nouveau. J'ai des enfants, j'ai une vie, mais je ne t'ai jamais oublié. Si tu es vivant, on trouvera une solution. Elena, mon amour, ce n'est pas possible. Certaines décisions que j'ai prises il y a des années ont des conséquences à vie. Je ne peux pas revenir en arrière sans mettre en danger les gens que j'aime. Toi y compris. Elena entendait des bruits de fond pendant l'appel, bruits de circulation, musique et voix lointaines. Carlos appelait depuis un lieu public. Les autres sont également vivants, Roberto, Miguel, Sylvia. Il y eut une autre longue pause. Roberto est mort en 1997. Miguel vit en Argentine sous un autre nom, Sylvia. Sylvia n'a jamais quitté la Colombie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-il arrivé à Sylvia? Elena, je dois raccrocher. Il y a des gens qui ne peuvent pas savoir que j'ai passé cet appel. Si tu m'aimes comme je t'aime, s'il te plaît, vis ta vie. Sois heureuse. Tu es une mère merveilleuse et tu as un mari qui t'aime. Ne gâche pas tout ça pour un fantôme du passé. Elena s'est rendu compte que Carlos connaissait sa famille actuelle, il l'avait observé ou avait recueilli des informations sur sa vie. Carlos, attends. Étais-tu à la messe à Guadalajara ou à Acapulco? La photo que j'ai reçue. Elena, réponds-moi. Tu as veillé sur moi toutes ces années. J'avais besoin de savoir que tu allais bien, que tu étais heureuse, de voir mes enfants de loin, même s'ils ne pourraient jamais me connaître. Elena halta. Tes enfants, Carlos, qu'entends-tu par « tes enfants » ? La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. Elena entendait la respiration haletante de Carlos. Patricia te ressemble beaucoup quand tu étais jeune, et Roberto à mes yeux. Ils sont magnifiques, Elena. Elena commença à hyperventiler. Carlos faisait allusion à ses enfants avec Fernando, mais avec une familiarité que seule une personne qui les avait observés attentivement pendant des années pouvait avoir. Carlos, qu'est-ce que tu veux dire? Patricia et Roberto ne sont pas les enfants de Fernando. Une autre pause angoissante. Elena, j'ai rencontré Fernando en 1988. Je l'ai présenté par un intermédiaire. C'était le seul moyen d'être sûr d'avoir quelqu'un de bien pour prendre soin de toi, quelqu'un qui t'aime sincèrement. Fernando n'a jamais su comment il t'avait rencontré. Elena avait l'impression que le monde s'effondrait sous ses pieds. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as manipulé ma vie, mon mariage. Elena, je devais m'assurer que tu sois protégée. Les premières années après ta disparition, je ne savais pas si ceux qui nous avaient capturés s'en prendraient aussi aux familles. Tu avais besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. Carlos, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Elena, mon amour, calme-toi. Fernando t'aime sincèrement. J'ai juste fait en sorte que vos chemins se croisent au bon moment. Ce que vous avez construit ensemble est réel. Elena a commencé à faire les 100 pas dans son salon avec son téléphone collé à son oreille. Où es-tu maintenant? Où étais-tu toutes ces années? J'ai vécu dans différents endroits, principalement en Amérique centrale. Les 10 premières années, je n'avais pas le choix. Puis, quand j'ai enfin pu prendre mes propres décisions, il était trop tard pour revenir en arrière. Trop tard. Pourquoi? Que s'est-il passé exactement en 1984?
Carlos soupira profondément. Elena sentit dans ce soupir le poids de 27 ans de secret. Sylvia n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son entreprise de café était une façade pour les opérations de blanchiment d'argent du cartel de Medellín. Nous l'ignorions, mais elle avait prévu d'utiliser notre projet touristique pour légaliser des millions de dollars. Mais vous seriez des victimes innocentes. Au début, oui, mais quand ils nous ont interceptés ce jour-là, quand ils nous ont forcés à atterrir sur une piste d'atterrissage clandestine près de Colima, ils nous ont donné le choix, mourir ou coopérer. Roberto a refusé de coopérer. Il a été tué sur le coup. Elena se sentait nauséeuse. Et tu as choisi de vivre. Miguel et moi avons choisi de vivre, Elena. Nous étions des lâches, mais nous avons choisi de vivre. Pendant les années qui ont suivi, ils nous ont utilisés pour créer des sociétés de blanchiment d'argent légal. Nous n'avions pas le choix. Depuis combien d'années? Jusqu'en 1997, date de la mort de Roberto. Non pas celui qui voyageait avec nous, mais Roberto Escobar, le frère de Pablo. Quand le cartel de Medellín s'est désintégré, nous avons enfin eu une chance de nous échapper. Mais à ce moment-là, nous étions officiellement morts depuis plus de 10 ans. Elena commença à comprendre la complexité de la situation, ils ne pourraient jamais revenir, car ils étaient techniquement morts et ils en savaient trop. Même après la mort de Pablo Escobar, trop de gens préféraient que nous restions morts. C'était plus sûr pour tout le monde, moi y compris, et surtout pour toi, Elena. Pendant les 5 premières années, des gens surveillaient chaque famille. Si l'un d'entre nous avait tenté de revenir, ils auraient tué nos proches pour nous envoyer un message. Elena s'affala sur le canapé, submergée par l'information. Le détective privé avait donc raison. Ils ont fait s'écraser l'avion vide pour créer de fausses preuves. Exactement. C'était assez facile pour eux. Ils avaient des pilotes expérimentés capables de faire s'écraser un avion télécommandé à un endroit précis où ils savaient qu'ils ne seraient pas retrouvés avant des années. Et Sylvia? Carlos resta silencieux un instant. Sylvia a été exécutée en 1985. Elle travaillait pour la DEA américaine, c'était un agent double. Le cartel l'a découvert. Elena ressentait une profonde tristesse pour la femme qu'elle avait brièvement connue. Et Miguel vit vraiment en Argentine? Oui. Il s'est marié en 1992 et a 3 filles. Il possède une petite entreprise d'exportation de viande. Il utilise le nom de Miguel Herrera. Ironiquement, il a pris mon nom de famille. Elena remarqua quelque chose dans la voix de Carlos. Tu ne t'es jamais marié. Non, Elena, je n'ai jamais pu. Pendant toutes ces années, la seule vraie vie que j'ai eue, c'est celle que j'ai construite avec toi dans ma mémoire. Tout le reste n'a été que survie. Elena s'est remise à pleurer. Carlos, c'est trop. Je ne sais pas comment gérer cette information. Elena, mon amour, c'est pour ça que je t'appelle maintenant. J'ai un cancer du poumon. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. J'avais besoin d'entendre ta voix une dernière fois et de te dire la vérité. Le monde d'Elena s'est arrêté. Cancer. Oui, probablement à cause de toute la cocaïne que j'ai dû ingérer pendant ces premières années. Les produits chimiques détruisent progressivement les poumons. Carlos, tu peux revenir. Si tu es mourant, tu peux revenir. Personne ne te ferait de mal s'il ne te restait que quelques mois à vivre. Elena, je ne peux pas faire ça à ta famille, à Fernando et à tes enfants. Ils ne méritent pas que leur monde soit détruit par un homme qui aurait dû mourir il y a 27 ans. Mais je mérite de savoir, je mérite de te dire au revoir comme il se doit. C'est notre au revoir, mon amour. Cette conversation est mon cadeau d'adieu à tous les deux. Elena entendait quelqu'un s'approcher de Carlos. Des voix pressantes résonnaient en arrière-plan. Elena, je dois raccrocher. Il y a des gens ici qui ne doivent pas savoir que j'ai passé cet appel. Carlos, attends. Où puis-je vous trouver? Comment puis-je vous contacter? Tu ne peux pas, Elena. C'est la seule fois. Après ce soir,
Carlos Herrera est mort pour de bon. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que je vais me déconnecter du monde. Je vais passer mes derniers mois en paix, à me souvenir des plus beaux jours de ma vie. Les jours passés avec toi. Elena était désespérée. Carlos, s'il te plaît, dis-moi quand viendra ton heure. J'ai besoin de savoir. Carlos réfléchit un instant. Elena, tu te souviens de l'église où nous allions à Guadalajara? Le Sacré-Cœur. Ouais. Là où j'ai célébré votre messe funèbre. Chaque dimanche, un vieil homme dépose des fleurs blanches sur l'autel. Quand ces fleurs cesseront d'apparaître, tu sauras que je suis parti. C'est toi qui laisses les fleurs? Non, mais c'est quelqu'un qui le fait pour moi. Quand je mourrai, il arrêtera de le faire. Elena entendait d'autres voix s'approcher. Carlos semblait de plus en plus nerveux. Elena, je dois y aller. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Prends soin de Patricia et de Roberto. Ce sont les plus belles choses que j'ai laissées au monde, même si je ne les ai jamais vraiment connues. Carlos, attends. La ligne fut coupée. Elena resta assise dans son salon toute la nuit, le téléphone à la main, attendant qu'il sonne à nouveau. Il ne sonna jamais. Pendant les semaines qui suivirent cet appel, Elena vécut dans un état de choc émotionnel proche de la dissociation. Son esprit était constamment tiraillé entre la joie de savoir Carlos vivant et la douleur dévastatrice de savoir qu'ils ne pourraient jamais être ensemble. Elle ne parvenait pas à se concentrer sur les réunions de travail les plus élémentaires, touchait à peine à la nourriture lors des dîners de famille et souffrait d'insomnie si grave qu'elle commençait à halluciner la voix de Carlos qui lui murmurait à l'oreille au petit matin. Fernando est rentré de son voyage d'affaires à Monterrey le 22 août. Il a immédiatement remarqué que quelque chose de terrible s'était produit. Elena avait visiblement perdu du poids, avait de profondes cernes sous les yeux et ses mains tremblaient constamment, comme si elle était en état de choc permanent. Elena, mon amour, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu as vu un fantôme. L'ironie de son commentaire n'échappa pas à Elena. Elle avait vu quelque chose de bien plus troublant qu'un fantôme, elle avait parlé à un homme officiellement mort depuis 27 ans. Elena avait pris une décision durant les nuits blanches qui avaient suivi l'appel, elle ne dirait jamais à Fernando toute la vérité sur ce qui s'était passé. L'information était trop destructrice, trop complexe et trop dangereuse pour sa famille. Patricia avait 18 ans et s'apprêtait à entrer à l'université. Roberto, 15 ans, traversait l'adolescence avec les complications habituelles de cette période. Ils ne méritaient pas que leur monde soit bouleversé par la révélation que l'homme qu'ils considéraient comme leur père biologique avait, d'une manière ou d'une autre, été choisi pour ce rôle par un mort-vivant. Au lieu de cela, Elena a soigneusement construit un mensonge blanc qui protégerait sa famille tout en se donnant une excuse pour son état émotionnel. Fernando Raúl, le détective privé, a finalement trouvé des preuves concluantes sur ce qui était arrivé à Carlos, des traces d'ADN confirmant définitivement sa mort dans l'accident. Après 27 ans d'incertitude, la certitude de sa mort était enfin établie. Fernando se sentait soulagé, mais aussi confus. Chérie, je pensais que ça te donnerait la paix, et non que ça te ferait te sentir plus mal. Elena avait préparé sa réponse. Après avoir vécu avec espoir pendant si longtemps, accepter la réalité ultime, c'est comme la perdre à nouveau, mais cette fois pour toujours. Fernando la serra tendrement dans ses bras. Mon amour, je sais que c'est difficile, mais peut-être que tu trouveras enfin la paix en sachant avec certitude ce qui s'est passé. Tu n'auras plus à vivre en te demandant, quoi de neuf? Elena hocha la tête contre la poitrine de Fernando, se sentant traîtresse, à la fois envers lui et envers la mémoire de Carlos. Mais c'était le seul moyen de protéger les trois êtres qu'elle aimait le plus au monde d'une vérité qui les détruirait. Au cours des mois suivants, Elena a développé une routine secrète qui l'a aidé à surmonter son deuil sans détruire sa vie de famille. Toutes les 2 semaines, elle faisait les 4 heures de route entre Mexico et Guadalajara, prétextant une visite à sa sœur aînée, qui vivait dans la région métropolitaine. Mais sa véritable destination était toujours l'église du Sacré-Cœur. Chaque dimanche, sans faute, un bouquet d'œillets blancs frais était posé sur l'autel principal.
Elena commença à programmer ses visites afin d'arriver tôt le matin et d'observer discrètement qui apportait les fleurs. En octobre 2011, elle atteignit enfin son objectif. Elena noua peu à peu une relation avec le père Martinez, un prêtre de 70 ans qui servait la paroisse depuis plus de 30 ans. C'était un homme bienveillant, aux yeux bleus ternis par l'âge et aux mains arthritiques qui tremblaient légèrement lorsqu'il bénissait la communion. « Père, ces fleurs blanches qui apparaissent chaque dimanche sur le maître-autel, savez-vous qui les apporte ?» Le père Martinez sourit affectueusement. « Oh oui, ce sont celles de don Eusebio. Il les apporte depuis de très nombreuses années. Il ne parle jamais beaucoup, mais il laisse toujours un pourboire très généreux pour l'entretien de l'église. C'est un homme bon, quoique triste. » Elena ressentit un frisson de reconnaissance. Don Eusebio pourrait se décrire lui-même. Bien sûr, c'est un homme d'un certain âge. Il doit avoir environ 70 ans maintenant. Il porte toujours un chapeau de paille, une moustache grise et conduit un pick-up. Le connaissez-vous? Elena se souvenait très bien de l'homme qu'elle avait vu à la messe funèbre de Carlos en 1996, celui qui s'était enfui lorsque leurs regards s'étaient croisés. Tu sais d'où ça vient? D'un ranch près de Mascota, je crois. Martinez est son nom de famille, si je ne me trompe pas, Eusebio Martinez. Ce nom frappa Elena comme un éclair. Eusebio Martinez était l'agriculteur qui avait rapporté avoir vu l'avion de Carlos voler vers le sud au lieu de l'ouest en mars 1984. Carlos était resté en contact avec cet homme toutes ces années, et il apportait des fleurs à l'église pour perpétuer le souvenir d'Elena dans son cœur. Le dimanche 23 octobre 2011, Elena est arrivée à l'église à 6h30 et a attendu sur le parking, cachée derrière sa voiture. À 7h30 précise, elle a vu arriver un pick-up bleu délavé immatriculé dans l'état de Jalisco. Le même homme qu'elle avait vu 15 ans plus tôt sorti du véhicule, plus âgé, plus voûté, mais indéniablement le même. Elena regarda don Eusebio retirer délicatement du siège passager un bouquet d'œillets blancs enveloppé dans du papier journal. Ses gestes étaient lents et posés, comme ceux de quelqu'un qui aurait accompli le même rituel des centaines de fois. Il entra dans l'église, déposa les fleurs sur l'autel, se signa et resta agenouillé en prière pendant exactement 10 minutes. Alors qu'il quittait l'église, Elena s'approcha de lui. « Excusez-moi, êtes-vous don Eusebio ?» L'homme la regarda avec des yeux fatigués mais bienveillants. Ses traits se durcirent légèrement, comme s'il se demandait s'il devait répondre ou non. « Oui, madame. Comment puis-je vous aider ?» Elena prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Elena Vasquez. Je crois que vous connaissez quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. » Les yeux d'Eusebio s'emplirent aussitôt de reconnaissance, de tristesse et d'une pointe de soulagement. Il retira son chapeau de palmier et le serra contre sa poitrine. « Tu es la petite amie de Carlos, l'Elena dont il m'a parlé toutes ces années. » Elena avait l'impression que l'air quittait ses poumons. « Il m'a parlé de toi. Madame, vous êtes pratiquement la seule chose dont il me parle. Il me raconte des histoires sur toi à chaque fois qu'on se voit, comment vous vous êtes rencontrés, à quoi ressemblait votre sourire, les choses que vous avez faites ensemble. Pour lui, tu n'as jamais cessé d'exister. » Elena se mit à pleurer. « Comment va-t-il maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Eusebio baissa la tête. « Non, très bien, madame. Il est très malade. Le cancer progresse plus vite que prévu. Mais il m'a demandé très précisément de ne jamais lui dire où c'est. Il dit que c'est trop dangereux. Je n'ai pas besoin de savoir où il est. J'ai juste besoin de savoir s'il souffre. Il ne souffre pas physiquement, madame. J'ai des contacts qui peuvent lui trouver les meilleurs médecins et des analgésiques, mais son cœur est brisé depuis 27 ans. Il parle de vous comme s'il vous avait vu hier. » Elena essuya ses larmes. « Puis-je lui envoyer un message par ton intermédiaire ?» Eusebio réfléchit longuement. « Je peux te dire que je t'ai parlé, mais il a été très clair sur le fait de ne pas échanger de messages spécifiques. Il dit que ce serait trop douloureux pour nous deux. Dis-lui simplement que je lui pardonne tout, ses décisions, sa disparition, son appel après si longtemps. »
Et dis-lui que je comprends pourquoi il a fait ce qu'il a fait, que je ne lui en veux pas. Eusebio hocha lentement la tête. Cela vous apportera une grande tranquillité d'esprit, madame. Vous vivez avec la culpabilité depuis des décennies. Elena a sorti un morceau de papier et a écrit son numéro de téléphone. Don Eusebio, pourriez-vous m'appeler quand le moment sera venu? Je n'ai pas besoin de détails. Je n'ai pas besoin de savoir où ni comment. J'ai juste besoin de savoir quand. Eusebio glissa soigneusement le papier dans son portefeuille en cuir usé. Promis, madame. Carlos m'a fait promettre de m'occuper aussi de cette partie. Elena rentra à Mexico cet après-midi-là avec un étrange sentiment de guérison partielle. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit profondément toute la nuit. Elle avait confirmé que l'appel était réel, que Carlos était vivant, mais mourant, et que quelqu'un prenait soin de lui pendant ces derniers mois. Au cours des mois suivants, Elena a réussi à mieux fonctionner au quotidien. Son travail s'est amélioré, elle a pu profiter des dîners en famille et a retrouvé une certaine normalité dans sa relation avec Fernando et ses enfants. Cependant, une partie de son esprit attendait toujours le téléphone. Le 18 février 2012, à 15h20, Elena participait à une réunion budgétaire dans son bureau lorsque son téléphone portable a vibré. Le numéro indiquait l'indicatif régional de Guadalajara. Elena s'est excusée pendant la réunion et est sortie dans le couloir pour répondre à l'appel. « Eh bien, Madame Elena, voici Eusebio Martinez. » Elena sentit immédiatement que quelque chose avait changé dans sa voix. Il paraissait plus âgé, plus fatigué. « Don Eusebio, comment allez-vous, Madame Elena? Carlos est décédé paisiblement jeudi dernier, le 16 février, à 6h30 du matin. J'étais à ses côtés. Ces derniers mots étaient pour toi. » Elena s'appuya contre le mur du couloir devant son bureau, sentant ses jambes lui céder. Qu'a-t-il dit? Il dit à Elena que les 2 années que j'ai passées avec elle ont été les seules vraies années de ma vie. Tout le reste n'était que du temps qui passait. Elena ne pouvait pas contrôler ses larmes. Non, madame, c'était très calme. Il s'est endormi et ne s'est tout simplement pas réveillé. Les médecins ont dit que c'était la meilleure solution. Merci, Don Eusebio. Merci d'avoir pris soin de lui toutes ces années. De rien, madame. C'était un homme bon qui a pris des décisions difficiles. Il méritait de mourir en paix. Elena raccrocha et s'autorisa à pleurer 20 minutes dans les toilettes de son bureau. Mais cette fois, contrairement à toutes les fois précédentes depuis 28 ans, ce furent des larmes de soulagement et de tristesse. Elle put enfin faire le deuil de Carlos, sachant exactement quand il était mort et qu'il avait pensé à elle jusqu'au dernier instant. Ce soir-là, Elena raconta à Fernando qu'elle avait eu une journée difficile en se souvenant de Carlos, mais qu'elle sentait enfin qu'elle pouvait le laisser partir complètement. Leur mariage s'est renforcé après cette conversation, et Elena est devenue une mère plus présente et plus aimante pour Patricia et Roberto. Le dimanche suivant, Elena s'est rendue à Guadalajara pour la dernière fois et a confirmé ce qu'elle savait déjà, il n'y avait pas de fleurs blanches sur l'autel de l'église du Sacré-Cœur. En avril 2015, 3 ans après la mort de Carlos, Elena reçut une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte postale de Buenos Aires sans message écrit, juste une photo de famille, un homme d'âge moyen et 3 adolescentes, toutes souriantes dans ce qui semblait être un parc public. Au dos de la photo, quelqu'un avait simplement écrit « MH, merci pour tout. Vivez heureux ». Elena a immédiatement compris que Miguel avait trouvé la paix en Argentine et voulait lui faire savoir que lui aussi avait réussi à se construire une nouvelle vie. La photo lui a apporté un sentiment supplémentaire de réconciliation, au moins un des passagers du vol avait réussi à trouver le bonheur après des décennies de vie dans l'ombre. Au cours des années suivantes, Elena a développé une nouvelle perspective sur l'amour, la perte et la complexité des relations humaines. Elle a compris qu'elle avait été profondément aimée par 2 hommes extraordinaires, Carlos, qu'il avait aimé au point de disparaître de sa vie pour la protéger, sacrifiant son propre bonheur, et Fernando, qu'il avait aimé au point d'accepter qu'une part importante de son cœur appartienne toujours à quelqu'un d'autre. En 2018, alors que Patricia fêtait ses 25 ans et obtenait son master en psychologie,
Elena décida de lui raconter une version soigneusement éditée de son histoire. Lors d'un dîner intime dans un élégant restaurant de la Zona Rosa, Elena expliqua qu'elle avait connu un grand amour avant de rencontrer son père, et que cet homme était mort dans des circonstances tragiques liées au crime organisé. « Maman, as-tu déjà regretté de ne pas avoir passé plus de temps avec lui ?» demanda Patricia avec la maturité émotionnelle qu'elle avait acquise pendant ses études de psychologie. Elena sourit avec une douce tristesse. « Mon amour, j'ai compris que 27 ans à se remémorer 2 années parfaites, c'est plus d'amour véritable que beaucoup de gens n'en connaissent en une vie. Le véritable amour ne se mesure pas en durée, mais en profondeur de son impact sur l'âme. Et papa le sait. Ton père sait qu'il y a eu quelqu'un d'important avant lui, et il a été suffisamment généreux et confiant pour ne jamais se sentir menacé par ses souvenirs. C'est une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. » Patricia prit la main de sa mère. « Maman, je pense que tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Elena secoua la tête. « Je ne suis pas forte, mon amour. J'ai simplement appris qu'aimer profondément implique parfois de faire des choix douloureux, mais qui protègent ceux qu'on aime, et que le véritable amour ne meurt jamais, il se transforme, tout simplement. » En 2020, pendant la pandémie, alors qu'Elena avait le temps de réfléchir profondément à sa vie, elle écrivait dans un journal intime. « Carlos m'a appris que l'amour peut être si profond qu'il transcende la vie et la mort. Fernando m'a appris que l'amour peut être si généreux qu'il accepte la complexité sans ressentiment. Mes enfants m'ont appris que l'amour peut être si pur qu'il justifie n'importe quel sacrifice. J'ai été une femme extraordinairement chanceuse. » Carlos a choisi de disparaître pour protéger Elena, sacrifiant 27 ans de bonheur personnel pour la sécurité de la femme qu'il aimait. Elena a choisi de garder le silence sur la vérité pour protéger sa famille, portant seul le poids de secrets qui auraient pu détruire l'équilibre émotionnel de ses enfants. Fernando, sans vraiment le savoir, a choisi d'aimer une femme dont le cœur était en partie voué à un fantôme du passé. Mais la leçon la plus profonde de cette affaire est peut-être que le véritable amour ne ressemble pas toujours aux contes de fées qu'on nous raconte enfant. Parfois, l'amour le plus profond exige de renoncer à son bonheur personnel. Parfois, il implique de protéger les autres de la douleur de la vérité. Parfois, il faut accepter que les personnes que l'on aime ont été profondément affectées par des expériences que l'on ne peut jamais pleinement comprendre. Que pensez-vous des décisions prises par ces personnages ? Pensez-vous que Carlos avait le droit de disparaître sans explication ? Elena a-t-elle été juste envers Fernando en ne lui disant pas toute la vérité ? Auriez-vous passé des appels similaires à la place de Carlos ? Comment auriez-vous géré la situation à la place d'Elena ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, et c'est précisément pourquoi des histoires comme celle-ci nous fascinent et nous bouleversent à la fois. Elles nous obligent à examiner nos propres valeurs, notre propre définition de l'amour, de la loyauté et du sacrifice. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque personne disparue se cachent des familles plongées dans un vide émotionnel indescriptible. L'incertitude de ne pas savoir si un être cher est vivant ou mort, s'il souffre ou est en paix, s'il se souvient de sa famille ou l'a oublié, est une forme de torture psychologique qui peut durer des décennies. En même temps, cette histoire illustre l'incroyable résilience de l'esprit humain. Elena a réussi à construire une vie pleine et pleine de sens tout en portant l'un des plus lourds secrets imaginables. Fernando aimait sincèrement sans vraiment connaître l'histoire de la femme qu'il avait choisie comme compagne. Patricia et Roberto ont grandi dans un foyer aimant, ignorant que la stabilité de leur famille avait été en partie orchestrée par un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré. Croyez-vous qu'il y a des secrets qu'il vaut mieux emporter avec soi, ou que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devrait toujours être révélée ? Comment concilier notre besoin d'honnêteté avec notre désir de protéger ceux que nous aimons ? Partager vos réflexions dans les commentaires nous aide non seulement à comprendre la complexité du cœur humain, mais crée également une communauté où nous pouvons explorer ensemble ces questions fondamentales sur la nature de l'amour, du sacrifice et de la moralité. Si cette histoire vous a autant touché que nous et vous a fait réfléchir à vos relations et à vos décisions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous recherchons des histoires qui non seulement divertissent, mais nous poussent aussi à réfléchir plus profondément à ce que signifie être humain dans des situations extrêmes. Aimez si vous pensez que cette histoire mérite d'être partagée,
car ce genre d'histoire nous rappelle que la réalité de l'expérience humaine est bien plus complexe, douloureuse et belle que n'importe quelle fiction. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse également à une exploration plus approfondie de la condition humaine, car ce sont ces conversations qui comptent vraiment. Rendez-vous dans la prochaine affaire, où nous continuerons à explorer les mystères les plus profonds du cœur humain.